Dans cette vidéo, nous allons voir la naissance localement du potentiel d'action et comment celui-ci évolue dans le temps. Nous allons parler de la loi du tout ou rien, de la perméabilité dynamique de la membrane qui s'explique par l'enchaînement du travail des canaux ioniques voltage dépendant, et nous parlerons aussi des pompes sodium-potassium. Alors nous avions vu dans la vidéo sur la connexion entre neurones la première phase du potentiel d'action. Elle s'appelle le prépotentiel ou encore la phase infraliminaire. Alors dans cette phase, le potentiel de membrane Vm est alors inférieur à une valeur de potentiel seuil que l'on note Vs. Le potentiel de membrane est perturbé très localement par des faibles amplitudes au niveau de la synapse. Alors les potentiels se propagent le long des dendrites à faible portée, mais vous vous rappelez, ils s'ajoutent pour donner un potentiel de stimulus ΔV. Donc le potentiel de membrane Vm est donc la somme incrémentale du potentiel de repos Vr et de ses sauts ΔV. Alors pour provoquer une réelle dépolarisation, Vm doit être égal à une valeur seuil Vs. Vs va être une caractéristique de la cellule, on dit alors que la stimulation est liminaire. On arrive donc au seuil de déclenchement. Alors la durée minimale ΔT avant que Vm atteigne la valeur seuil est appelée le temps de latence. Ce temps est une caractéristique des cellules. Par exemple, un temps long peut attendre 600 millisecondes pour les fibres motrices des muscles dans l'estomac. Ou alors, ça peut être très rapide, de l'ordre de 0,3 millisecondes quand il s'agit des longues fibres du nerf sciatique. Alors la phase qui va suivre le prépotentiel, c'est la pointe de potentiel. Ici, Vm est supérieur à Vs. Le stimulus est supraliminaire. Le potentiel d'action sera déclenché avec la même grandeur pour tous les potentiels d'action. Il y a donc uniquement deux réponses possibles pour le potentiel d'action. On parle de la loi du tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit Vm est supérieur à Vs et il y a une pointe de potentiel, soit Vm est inférieur et il n'y a pas de déclenchement. Alors vous voyez cette pointe, c'est le potentiel d'action qui apparaît sous la forme d'une variation brusque. Elle est transitoire et sa durée est de l'ordre de 1 à 3 millisecondes. Alors on observe une dépolarisation et même le potentiel de membrane va devenir positif, donc une repolarisation transitoire. Elle ne peut pas s'interrompre une fois déclenchée. Alors, regardons maintenant d'où vient cette inversion de polarisation. Ce sont les expériences d'Alan Hodgkin et Andrew Oxley en 1959 qui ont montré que les perméabilités de la membrane au sodium et au potassium dépendent fortement de la valeur du potentiel membranaire à un instant donné. Au repos, le rapport de perméabilité est de PNA sur PK qui vaut environ 0,04. Lorsque le potentiel Vm atteint le seuil Vs, cela s'accompagne d'une augmentation brutale et transitoire de la perméabilité au sodium, la courbe en bleu. Donc la perméabilité au Na+, est considérablement augmentée. Le rapport de PNA sur PK vaut alors 500 à la pointe. Donc la perméabilité au potassium, elle, augmente également dans les mêmes circonstances, mais cette augmentation est plus lente et va persister pendant toute la durée de la dépolarisation membranaire. Alors Vm va même descendre en dessous de la valeur de repos lorsque la perméabilité au potassium est au plus haut. Cette phase est appelée l'hyperpolarisation. Autrement dit, on est encore plus polarisé qu'au repos. Alors toutes ces variations de perméabilité peuvent s'expliquer désormais à l'échelle moléculaire. Elles proviennent de l'existence de pores spécifiques qu'on appelle les canaux voltage dépendants. Ce sont des macromolécules de plus de 150 kDa masse extrêmement complexes. Ce sont des protéines dont la conformation est extrêmement sensible aux variations du potentiel de membrane. Alors elles sont composées d'unités que l'on appelle alpha et bêta. L'unité bêta est la partie sensible électrique, une forme de capteur du potentiel de membrane. L'architecture de l'unité alpha est composée de 4 sous-unités numérotées de 1 à 4. Alors ces sous-unités se regroupent pour former un pore central de 0,5 nanomètres de diamètre. Les charges négatives sont repoussées
Et ici, les ions potassium trop gros ne peuvent pas passer. On dit alors que le pore est spécifique ici au sodium. Alors au repos, tous les canaux sont fermés. La concentration en sodium est plus élevée à l'extérieur de l'axone, alors que la concentration des potassium est plus grande à l'intérieur. Alors lors de la dépolarisation de la membrane, c'est le clapet extracellulaire des canaux à sodium, ici en orange, qui s'ouvrent les premiers. Donc les ions sodium peuvent alors rentrer. Cela entraîne une augmentation brutale de la perméabilité aux eaux sodium. Au fur et à mesure de l'entrée du sodium de la cellule, le potentiel membranaire VM il va augmenter et il va amplifier le phénomène. Le maximum de la pointe est alors atteint quand V est égal à la valeur du potentiel de Nernst du sodium qui est environ de l'ordre de 30 mV. Alors pendant cette pointe, il y a une inversion de la polarisation de la membrane. Les charges deviennent momentanément négatives sur la face externe et positives sur la face interne. Donc le clapet interne du canal sodique se ferme. La perméabilité du sodium revient rapidement à sa valeur initiale. Et c'est au tour des canaux à potassium, ici en rouge, de s'ouvrir. C'est la phase descendante du potentiel d'action. Les ions potassium sortent et donc la perméabilité des ions potassium va augmenter. Alors cela permet la repolarisation membranaire. VM est de plus en plus négatif. Les canaux à potassium se referment lorsque le potentiel de la membrane est égal au potentiel de Nernst du potassium, c'est-à-dire environ moins 90 mV. Donc nous sommes dans la phase où VM est maintenant inférieur au potentiel de repos. C'est l'hyperpolarisation. C'est la phase la plus lente. C'est la pompe sodium et potassium, ici représentée en bleu, qui est en charge de ramener le potentiel de membrane VM à sa valeur de repos VR. Les ions sodium vont pouvoir ressortir de la cellule, alors que les ions potassium vont, eux, re-rentrer. Nous l'avons déjà vu, la pompe utilise l'énergie issue de la dégradation de l'ATP en ADP et en phosphate inorganique. C'est un transfert actif qui consomme de l'énergie. Pour la cellule, c'est environ 20% de l'énergie des cellules. Alors vous voyez ici que c'est 3 Na+ qui sortent lorsque 2 K+ rentrent dans la cellule. Alors je vous ai présenté uniquement quelques canaux et une pompe. Ne pas oublier que dans la réalité, en fait, il s'agit d'un équilibre chimique. Donc il faut considérer une grande population de canaux, de pompes, pour assurer des valeurs d'un courant d'ion Na+ vers l'extérieur ou d'ion K+ vers l'intérieur. Les valeurs de potentiel seuil peuvent aussi fluctuer localement, et ça c'est tout l'objet de la recherche en ce moment, de comprendre ces variabilités locales. Voilà, nous venons de comprendre comment le potentiel d'action était généré localement grâce à la loi du tout ou rien, qui gouverne le fonctionnement des pompes à canaux, voltage dépendant. Donc les écarts de perméabilité entre les ions sodium et potassium permettent d'expliquer la forme temporelle du potentiel d'action, c'est-à-dire la dynamique d'excitabilité du neurone. Il nous reste à comprendre comment ce potentiel d'action va se propager dans l'espace, on parle aussi de conduction, le long du neurone. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.